5, 4, 3, 2, 1. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? Le nucléaire, c'est maintenir la peur constante de la catastrophe. C'est entretenir la sensation d'un monde crépusculaire où ne nous reste que le loisir de consommer ce qui est encore consommable. En plus d'être contaminé, chacun sera en permanence contrôlé, testé, mesuré, surveillé et déplacé dans des zones où toute liberté, initiative individuelle et parcelles d'autonomie auront disparu. Point n'est besoin d'imaginer un électrofascisme post-accidentel pour s'en persuader, une morale prescriptive permanente y suffit bien. Le nucléaire, plus que n'importe quelle autre technologie, nous ramène sans cesse à l'impossibilité d'en sortir, il nous rappelle à l'ordre. Ce qui se passe au Japon en ce moment nous donne une image très claire de la violence quotidienne dans laquelle nous sommes maintenus. Il en résulte un sentiment d'incarcération dans un dispositif social. Il suffit d'interdire de profiter des choses de la vie ou de trouver un juteux protocole industriel pour circonscrire le problème. Qu'importe si maintenant l'intoxication et l'empoisonnement viennent de choses aussi simples que boire, manger, respirer, se baigner. Les tourments dont souffrent les populations actuelles sont un effet de ce qu'on peut qualifier de pragmatisme gestionnaire. La gestion à laquelle ils se livrent n'est pas seulement économique et sociale, elle est aussi celle des consciences, la police de la pensée. Et sur ce marché de la vie amputée, de la sécurité nucléaire à la pseudo-dépollution, nos entreprises du nucléaire, d'Areva à Vinci en passant par Bouygues, et nos laboratoires avides de débouchés, du CEA au CEREV, se positionnent déjà. La catastrophe est un marché comme un autre. Que d'images spectaculaires de la centrale en feu, que de mises en scène de sauvetages épiques, que d'angoissants nuages radioactifs doit-on gober sans réagir ? Que de débats stériles entre politiciens sur les différentes alternatives pour répondre aux appétits dévorants du développement industriel, que de prétendus discours raisonnables pour des mesurettes qui ne remettent rien en cause, autant de mascarades pour recouvrir d'un voile opaque l'aberration du nucléaire. Il est grand temps de briser la vitrine qu'il représente et de mettre fin à cette sinistre farce. Nous n'avons pas besoin de spécialistes pour savoir que cette puissance est incontrôlable. Nous ne voulons pas négocier d'aménagement de notre liberté, de nos désirs, de nos vies. Nous voulons neutraliser cette arme de prosternation massive. L'éducation des enfants, mesure de la radioactivité au quotidien, agriculture, le programme Ethos occupe le terrain. La culture radiologique assénée par les experts se veut totalisante. En 1998, Ethos publie un album poétique de photos en couleur sur papier glacé montrant des paysans intemporels aux prises avec un monde nouveau. Sa publication de propagande se termine par cette phrase : « Vivre sous Tchernobyl, c'est réapprendre à vivre autrement, intégrer au quotidien la présence de la radioactivité comme composante nouvelle de l'existence. » C'est une façon d'autogérer son cancer. En Biélorussie, ce sont les populations qui n'ont pas été évacuées qui gèrent leur mort lente. Sur les conseils d'experts, elles font elles-mêmes les analyses de radioactivité
et tente de suivre tout un programme de gestes quotidiens pour ne pas trop s'exposer aux radiations. Ainsi, les autorités peuvent affirmer que si les habitants développent un cancer, c'est uniquement parce qu'ils ne respectent pas ces indications. En tout, plus de 10 millions de personnes vivent dans des régions contaminées, réparties sur la Biélorussie, l'Ukraine et une partie de la Russie. Jusqu'à 200 km de la centrale, on trouve des régions très empoisonnées par les éléments chimiques les plus lourds, tandis que les particules les plus légères ont formé un nuage qui a contaminé les 3/4 de l'Europe. L'expérience biélorusse de Tchernobyl est un point zéro de la gestion sociale post-accidentelle, en définissant un dispositif de gestion durable de la qualité radiologique et de la confiance sociale, ou encore un développement durable sous contrainte radiologique. Sur la base commune du refus de l'évacuation, refus qui perdure depuis plus de 20 ans, scientifiques et politicards vont s'entendre pour orienter la recherche dans le même sens, celui de l'invisibilité du désastre, celui de faire vivre longtemps l'agonie. Il leur faut, en somme, nier les conséquences de l'accident de Tchernobyl sur la santé des millions d'habitants des régions contaminées. La dernière entreprise de négationnisme nucléaire atteint les Biélorusses au cœur de leur vie. Les cobayes doivent s'imprégner d'une véritable culture du contrôle sanitaire qui jalonne leur quotidien et les empêche ainsi de prendre un recul fatal sur des mesures dont l'innocuité est évidente. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? Gilles Herrière-Dubreuil, assurant la coordination scientifique du programme Ethos, dit « Nous n'avons pas fait un travail classique d'experts agissant seuls pour communiquer ces résultats. Nous leur avons mis des appareils de mesure dans les mains. Compter les becquerels de sa maison, de son potager et de ses champs, des bois, du poêle, de son assiette, de son corps et de celui de ses enfants, etc. Voilà des détails du quotidien qui doivent devenir des réflexes dans chaque famille. Ainsi, chacun a les cartes en main pour connaître en détail les modalités de son agonie. Si nous continuons de mourir, c'est que nous n'avons pas dû mettre beaucoup de bonne volonté dans l'application des comportements de précaution. Poêle à bois, poussière, viande, lait, légumes du potager, etc. Nous sommes censés tout mesurer chaque jour. 25 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, celui de Fukushima nous permet de mesurer les progrès de la domination et la place particulière qui a prise l'idéologie catastrophiste du pouvoir depuis Tchernobyl. Dès 1958, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, préconisait « Du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. » D'un point de vue technique, arrêter demain l'ensemble des réacteurs obligera à les refroidir et à gérer leurs déchets pendant des millénaires. Dans les années 70, le dirigeant d'EDF, Marcel Boiteux, considéré comme le père de notre électronucléarisation, disait « N'est-il pas d'ailleurs une évidente et dangereuse illusion que de vouloir extirper de notre héritage toute difficulté, toute responsabilité, que de vouloir transmettre à nos descendants un monde sans problème ? On ne dira jamais assez qu'il ne s'agit pas tant d'en finir avec le nucléaire que de rompre avec le monde qu'il a engendré, c'est-à-dire avec le mode de production qui a permis et nécessité son développement et avec le monde qu'il a contribué à façonner depuis, avec ce goût démesuré du contrôle mesquin de tout et des désastres qu'il fabrique. Et même si un arrêt immédiat des centrales
ne nous sortira pas de leur gestion avant des dizaines de milliers d'années, rien ne peut justifier de se précipiter à la table de la cogestion de ce désastre permanent. Ce renversement-là ne se fera pas autour d'une table, à la tribune d'un débat public ou encore par les urnes. Il nécessitera un mouvement capable de débrancher les centrales immédiatement, un mouvement composé d'individus associés prenant parti pour l'aventure de la liberté. La catastrophe dans laquelle se débattent les Japonais n'est pas seulement un aperçu de ce qui nous attend partout ailleurs, c'est aussi le révélateur de notre condition présente, celle de prisonniers d'un monde clos. Chaque aspiration à la liberté se cogne au mur des installations nucléaires, se perd dans le temps infini de la contamination. Quelle existence reste-t-il à mener avec un dosimètre autour du cou ? Si les mesures préconisées en cas d'accident nucléaire peuvent faire sourire par leur caractère dérisoire, telle la distribution de pastilles d'iode comme vaccin aux irradiations, la douche obligatoire, l'injonction de rester confiné chez soi, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif reste celui de soumission aux représentants du pouvoir, qu'ils soient militaires, médecins ou journalistes. En cas d'accident nucléaire, il est ainsi interdit aux parents d'aller chercher leurs enfants à l'école, puisque ceux-ci seront pris en charge par l'institution. Vladimir Tchalko, le président du comité sur les conséquences de Tchernobyl en République du Bélarus, professe « Nous devons apprendre aux gens à vivre avec la radiation, surtout aux enfants et aux jeunes. » Il ne faut pas se leurrer sur l'origine d'un désastre qui n'est pas l'apanage de l'atome. 2 siècles de développement industriel sont parvenus à faire de cette planète une poubelle. L'opposition à l'industrie nucléaire est vaine si elle ne questionne pas les conditions de son existence, à savoir l'organisation de la production en général, sa concentration et ses chaînes de commandement démocratiques qui déterminent les prises de décision. Détruisons ce qui nous détruit. Il faut remettre en cause la vision idéalisée de l'État et des régimes qui le font vivre, comme si notre société était libre et égalitaire, comme si, au quotidien, chacun n'avait pas déjà intégré l'obéissance dans son corps, comme si on n'allait pas déjà travailler, appliquant sans cesse consignes et règlements absurdes sans les questionner parce qu'il faut bien manger. Si nous ne sommes pas capables de nous imaginer une autre existence et de nous battre pour la réaliser, alors il ne nous reste qu'à nous préparer à mourir dans l'existence actuelle, tracée et imposée par d'autres. Reste la liberté mesurée, qui consiste à accepter sagement leurs prérogatives et à être des cobayes sous perfusion dans un monde de plus en plus mortifère. À cause de l'épée de Damoclès qu'il a installée au-dessus de nos têtes, le nucléaire est parvenu à instaurer un règne qu'aucun tyran n'avait pu concrétiser à ce point, la soumission durable. En rester à l'état de stupéfaction que la catastrophe génère empêche de comprendre que le nucléaire montre avec évidence combien les hommes sont dépossédés de leur possibilité de choisir leur vie. La peur nous met dans leurs bras. Ce que les pouvoirs ont par contre à redouter, ce sont des luttes contre le nucléaire et le monde qui va avec. Il y a tout lieu d'amplifier l'opposition antinucléaire qui subsiste, non pas celle, on l'aura compris, qui s'étourdit d'illusions renouvelables, de progrès technologiques et de lobbying, mais celle qui a su entreprendre la critique conjointe de l'industrialisation de la société et de l'État.
À quoi il sera, comme toujours, rétorqué que l'on n'a plus le temps. Eh bien, il faut le prendre, se l'approprier et tâcher d'en faire quelque chose. Tout peut parfois aller très vite. Cela s'est vu, cela se voit tous les jours, ailleurs et autrement. Nous auto-organiser par affinité, mettre en place des actions qui permettent de montrer que derrière la machine nucléaire, il y a des hommes et des choix, contrecarrer les gestionnaires du désastre, voilà ce que nous entendons faire et ce que nous appelons à faire partout. Perspective qui est de ne pas s'en prendre uniquement au nucléaire, mais de le relier à ce qui lui permet d'exister, la domination capitaliste comme la domestication étatique. EDF note en 1983 dans un rapport confidentiel: lorsque les écologistes militants, qui sont aujourd'hui axés sur le nucléaire, prendront dans leur collimateur les lignes HT, la situation risque d'être grave, car si l'on peut protéger les centrales nucléaires par des barbelés et éventuellement des pelotons de CRS, ce n'est pas le cas des pylônes. Si des insurgés peuvent décider de détruire tout ou presque de ce qui relève de la présence matérielle ou sociale du vieux monde, une centrale nucléaire, comparable à une marmite bouillante qui nécessiterait ces spécialistes de la surchauffe, échappe quelque peu à cette scène logique destructrice. En 1923, Georgi Lukács dit: cette violence n'est rien d'autre que la volonté devenue consciente chez le prolétariat de se supprimer lui-même et de supprimer en même temps la domination des relations réifiées sur les hommes, la domination de l'économie sur la société. Attaquons le nucléaire et son monde partout où c'est possible. Arrêtons de gérer les nuisances, détruisons-les. Parce qu'ils nous voudraient tous cobayes résignés et désemparés. Parce que la liberté commence par le sabotage de ce monde qui nous détruit.